Le point des idées, deuxième partie. Nous sommes toujours avec Étienne Jarnel, le directeur du Point. Et nous accueillons maintenant Pierre-Henri Tavoyot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur à la Sorbonne Université, président du Collège de philosophie. Alors, c'est un penseur du temps présent, c'est pour ça qu'on est ravis de l'accueillir. Et puis en plus, il est souvent drôle, donc on va voir là d'ailleurs si vous nous faites rire en même temps. Vous avez publié en 2019 « Comment gouverner un peuple roi » chez Odile Jacob, et ça vient de sortir en poche. Et vous avez publié l'an dernier « La morale de cette histoire » chez Michel Lafon. Et alors justement, on va parler un peu de morale. On a reçu des leçons de morale récemment avec l'histoire de ces fameux dîners clandestins. Voilà. C'est mal, c'est pas bien, puis en plus c'est des riches probablement. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que c'est un excès de morale qui nous tombe dessus aujourd'hui ? Alors, on est dans un contexte tendu. Dans ce contexte tendu, c'est vrai que quand on fait des efforts soi-même, on voit que les autres n'en font pas, surtout quand ils sont riches, il faut bien être honnête, quand ils ont les moyens, cette espèce de liberté de ton, ça tend les choses. Et de ce point de vue-là, c'est assez normal que ça fasse polémique. Après, il faut bien distinguer deux choses, la dénonciation et la délation. La dénonciation, c'est quand on constate que les autres ne respectent pas les règles, et d'une certaine façon, c'est souvent presque un devoir. Et la délation, c'est la dénonciation haineuse. C'est qu'au-delà du non-respect des règles, on a envie de régler nos comptes avec les autres. Et là, ça touche des ressorts de l'humanité qui sont quand même un peu plus sombres et dont il faut se méfier et surtout pas favoriser. Alors, vous dites quand il y a de la haine, c'est qu'il y a de la morale derrière ? Oui, à partir du moment où il y a de la haine, il y a de la morale, parce que alors, il peut y avoir de l'amour aussi, hein, comme on sait. Et l'amour et la morale, c'est pas la même chose. Mais le principe de base de la morale, c'est ne pas nuire. C'est le principe fondamental, le premier. On dit qu'on n'a pas beaucoup de repères moraux aujourd'hui. En fait, en matière de morale, les choses n'ont guère changé depuis à peu près 5000 ans. Et voilà, il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. Mais est-ce qu'on a trop de morale ? Parce que vous dites qu'elle est devenue obèse, et en même temps vous dites que c'est paradoxal parce qu'on a à la fois une morale en déficit et en excès. On a tous le sentiment, et c'est un peu notre malaise à l'égard de la morale, que voilà, on joue tous un peu les vieux cons, c'est-à-dire de dire c'était mieux avant, l'époque où il y avait de la morale, on regarde la démoralisation de la vie politique, enfin voilà. Les valeurs. C'est un sport d'ailleurs national, c'est-à-dire le fait de constater que tout le monde est méchant. Qu'est-ce que ça fait du bien ? Parce que ça nous conforte dans notre propre certitude que nous sommes lucides et que nous sommes bons. Voilà, ça c'est le premier aspect. De l'autre côté, justement pour cette raison, la morale tend à toucher tous les domaines. Le domaine, par exemple, des relations hommes-femmes, le domaine de la politique. Il y a quand même une distinction entre morale et politique. C'est important de la faire. Parce que la politique, on juge des actes. La morale, on va chercher dans les intentions des gens, dans le cerveau. Et donc, moi, je suis très, très suspicieux à l'égard de l'idée de moraliser la vie politique. Il faut juste que les politiques respectent les règles de droit, qu'ils soient moraux. Ça me paraît probable en politique. Il faut pouvoir mentir en politique, il faut pouvoir trahir en politique, parce que sinon, la politique n'a aucun sens. Mais il n'y a pas un devoir d'exemplarité, quand même, chez ceux qui prétendent nous gouverner ? D'exemplarité à l'égard de la loi. Voilà, parce que franchement, on a tous commis des petits péchés, nous autres. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Ben voilà. D'une certaine façon, nous voulons que les politiques, non seulement soient comme nous, mais soient bien meilleurs que nous. C'est-à-dire qu'une sorte de sainteté absolue qui, compte tenu de ce qu'est le métier politique, n'est quand même pas très raisonnable. Le principe de précaution, c'est une forme de morale ? Le principe de précaution, c'est un principe qui devient un peu délirant parce que, en fait, on l'a vu à l'occasion de l'affaire du vaccin AstraZeneca, c'est-à-dire que, voilà, on a une petite peur, l'idée qu'il peut y avoir des risques. J'allais dire, les risques, il y en a beaucoup dans la vie. D'ailleurs, vivre est en général assez risqué. Donc, si on veut le principe de précaution, moi, je recommande de ne pas vivre. Voilà, ça sera beaucoup plus facile. Et on confond, de ce point de vue-là, le danger et le risque. Il y a des choses dangereuses, vivre est dangereux, et il y a des choses risquées. Le risque, c'est la probabilité pour un danger d'advenir. Donc, voilà, si on dit le principe de précaution, c'est le risque zéro, non seulement c'est faux, parce que le risque zéro n'existe pas, mais en plus c'est dangereux, parce que, par exemple, sur le vaccin en l'occurrence, stopper un vaccin, ça a des effets extrêmement négatifs. Donc, en fait, le principe ça tue plus de gens que de gens qui auraient pu mourir. Voilà, le bilan est négatif, et en fait, le principe de précaution se renverse en son contraire. Donc, c'est effectivement une vision un peu morale des choses qu'on applique au droit. Le concept peut être précis, mais
dans l'espace public, qui se dilue et devient effectivement un élément de trouble supplémentaire. Et vous parlez aussi de la peur qui a pris, selon vous, une place complètement démesurée dans nos sociétés, mais en même temps dans un contexte de telle incertitude. Comment ne pas avoir peur ? Oui, mais en fait, si on regarde les choses de manière objective, et même dans une période de crise, en fait, on vit dans une période formidablement sûre dans l'histoire de l'humanité. Je veux dire, le risque, justement, par rapport à cette crise, d'avoir un vaccin en moins d'un an est quand même un événement exceptionnel. Notre espérance de vie augmente, notre risque de mourir assassiné ou de mourir en guerre est sans doute le plus faible de toute l'histoire de l'humanité. Donc on devrait se réjouir et justement ne pas avoir peur. Or, c'est exactement le contraire. Et la raison est sans doute assez profonde. C'est que la peur, en fait, je le dis de manière un peu paradoxale, nous rassure. Parce que quand on a peur, on a une grille de lecture. Nous vivons dans un monde ultra complexe où nous n'avons pas de lisibilité. Il n'y a plus de grands récits, il n'y a plus d'idéologie. Et donc, le fait de se dire, la fin du monde arrive, au moins, il y a un truc de sûr. Voilà. Et ça, on se dit, bon, voilà, c'est pas réjouissant, mais au moins, ça rassure. Et puis, du coup, ça nous rassemble, parce qu'il y a d'autres gens qui ont peur, donc on n'est pas tout seul, donc ça fait du bien. Et puis, en plus, on sait peut-être quoi faire. On va manifester, on va sauver la planète, enfin voilà. Ça donne un programme, ça donne du sens, la peur. Et c'est pour ça que cette peur est aussi importante dans notre vie contemporaine, alors que nous vivons dans un monde plus sûr, parce que précisément, elle nous apporte tout ce qui nous manque, du lien, du sens et de l'action. Et alors, vous dites, il n'y a plus de grandes idéologies quand même, il y en a qui montent, et vous avez été signataire de l'appel de l'Observatoire du décolonialisme, c'était dans Le Point il y a quelques mois, ça monte quand même. Énormément, c'est une idéologie qui monte, une morale, est-ce que c'est une morale, je ne sais pas, une idéologie qui monte aux États-Unis et en France aussi. Oui, c'est une idéologie, mais j'allais dire... Les woke, on dit aux États-Unis. Bien sûr, le woke. Alors, si on résume ce qu'est le décolonialisme, on fonctionne en 3 temps. C'est le premier temps. La colonisation représente le comble de l'oppression dans l'histoire humaine. C'est-à-dire, c'est pas simplement l'oppression de l'Occident sur l'Orient, c'est du Nord sur le Sud, de l'homme sur la femme et de l'homme sur la nature. Parce que c'est aussi l'idée qu'on a le productivisme, la société industrielle. Donc ça, c'est la première idée. Deuxième idée, la décolonisation n'a eu lieu qu'en apparence. En vérité, l'oppression est encore pire qu'avant. C'est-à-dire le féminisme, en apparence, émancipe les femmes, mais pas du tout. Elle les enferme, au contraire, dans des positions qui sont... C'est beaucoup plus difficile à voir, mais c'est beaucoup plus puissant. Troisième idée, eh bien, face à cette oppression, il faut se réveiller, woke culture, et il faut annuler cancel culture. Voilà, ça fonctionne en 3 temps, c'est parfaitement logique. Et c'est effectivement un corpus idéologique assez solide. Simplement, je dirais malgré tout que même si ça monte en puissance, et surtout à l'université, je dois le reconnaître... Dans les médias un peu aussi, oui. Dans les médias aussi un peu. Et un peu en politique. Légèrement en politique aussi. J'allais dire, bon, ça fait beaucoup, vous allez me dire, mais l'immense partie de la population considère que c'est quand même juste ridicule. Et que ça n'a aucun sens. Donc ça demande beaucoup d'exercices intellectuels pour arriver à justifier ça, mais le truc est quand même, au fond, totalement ridicule. Sur la démocratie, elle est aujourd'hui souvent décriée, remise en cause, parfois menacée. Et pourtant, dites-vous, elle a survécu à une incroyable succession de crises, finalement, depuis 18 mois. La crise des Gilets jaunes, la contestation de la réforme des retraites. Aujourd'hui, évidemment, cette crise du coronavirus. Ça veut dire qu'elle n'est pas si fragile qu'on le dit, qu'on le pense, qu'on le croit ? Enfin, je trouve sur la démocratie, il faut presque raisonner à l'envers. C'est quand on réfléchit à ce qu'elle est par essence, c'est un régime qui est totalement absurde, totalement incompréhensible et profondément déceptif. Elle nous promet la liberté, l'égalité, la fraternité, il faut soyons clairs, on n'y est pas. Donc, déception. Elle nous promet un régime où nous nous donnons à nous-mêmes nos lois et nous allons y obéir. Franchement, c'est délirant. Et troisièmement, sa définition la plus grandiose, c'est celle de Lincoln, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est magnifique comme définition. On l'a importé dans notre Constitution. Mais quand on y réfléchit 2 minutes, on ne sait pas ce que c'est qu'un gouvernement et on ne sait pas qui est le peuple. Donc le truc, franchement, quand on y réfléchit dans l'absolu, ça n'a aucun sens. Donc le vrai mystère de la démocratie, c'est pas qu'elle fonctionne mal, c'est qu'elle fonctionne. Voilà, c'est ça le vrai problème. C'est ça qu'il faut essayer de montrer. C'est pourquoi ça marche un peu, ce truc. Pourquoi, depuis qu'elle existe, le problème politique essentiel, c'est comment vivre ensemble sans s'entretuer. C'est ça le problème politique. Oui, déjà. Eh bien, pourquoi, en fait, depuis que la démocratie est là, on s'entretue plutôt moins qu'avant. Donc ça prouve que ça marche un peu. Et donc c'est ces ressorts. Et ça veut dire une chose très profonde, c'est que, en fait, la démocratie qu'on croit connaître, qu'on croit, voilà, c'est évident, c'est en fait très très compliqué. C'est pas un régime pour les nuls. Et c'est ça la difficulté. Vous dites que c'était un régime pour les adultes.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? C'est un régime pour les adultes, ça veut dire que, je vais être un peu On dit ça de provocateur, l'alcool en général, mais... être adulte, c'est plein de choses, mais c'est paradoxalement savoir obéir. Obéir, au sens étymologique du terme, c'est ob audire, c'est-à-dire prêter l'oreille. Ça ne veut pas dire soumettre. D'ailleurs, Rousseau a un très beau passage, il dit « Un peuple libre obéit, mais ne sert pas. Il a des chefs, mais il n'a pas de maître. » Lettre écrite de la montagne. Et c'est une belle formule. Obéir, prêter l'oreille, je prête l'oreille, mais je ne donne pas ma volonté. Je prête l'oreille à quoi? Au fait qu'il existe des autres, au fait qu'il y a du réel. Voilà. Et je me dis, comme disait Camus, un homme, je dirais un adulte, homme ou femme, c'est ça la nouveauté, ça s'empêche. Voilà. J'ai envie de faire ça, mais je vois qu'il y a des autres, donc je ne le fais pas. Donc une démocratie d'adultes, c'est une démocratie où les gens, les citoyens, ont très envie de s'indigner, ont très envie de considérer que leurs élus sont nuls. Oui, d'accord, mais je ne le dis pas trop, et je me dis surtout que je n'aimerais pas être à leur place, surtout dans une situation de crise. Donc, j'obéis. Et pourtant, vous dites que les gouvernements, ils sont pas si nuls. Vous dites qu'il n'a jamais été aussi difficile de gouverner. Finalement, il s'en sort pas si mal. La vraie difficulté, c'est l'art d'être gouverné. Alors, la crise de la démocratie serait imputable aux citoyens. C'est de notre faute? Oui. Voilà, les élus sont très bons et le peuple est nul. Voilà. C'est nous qui sommes nuls? Non, je n'irai pas jusque-là, parce que je pense que... Non, il faut qu'on prenne conscience, nous autres, que nous sommes, c'est pour ça comment gouverner un peuple roi, que nous sommes très difficiles à gouverner. Regardons notre rapport à l'État, notamment en France. On a envie, quand on reçoit notre feuille d'impôt, que l'État, il soit plutôt... il baisse un peu, il maigrisse. Et puis, quand on est malade, on a envie que l'État, il grossisse. Voilà, ça, c'est la question du bon régime. C'est très difficile. On veut que l'État grossisse et maigrisse en même temps. On lui adresse de plus en plus de demandes et on veut qu'il soit de moins en moins présent. Donc, c'est très paradoxal. On est difficile à gouverner. Et corrélativement, l'art politique démocratique est quand même très, très compliqué. Parce que, on est de Napoléon, même on est de De Gaulle. C'est presque facile. Aujourd'hui, il faut maîtriser 4 arts politiques, non seulement différents, mais contradictoires. Il faut savoir gagner des élections, ce qui exige de faire quelques promesses. Pas trop, parce que si on en fait trop, on ne pourra plus décider ni agir. Il faut ensuite avoir la modestie d'organiser le débat, d'organiser la délibération. Après, il faut avoir le courage de trancher. C'est-à-dire, trancher, c'est jamais trancher entre une bonne et une mauvaise décision, mais entre une mauvaise et une pire. Donc, il y aura forcément des mécontents. Et puis après, il faut avoir l'humilité de rendre des comptes, c'est-à-dire de considérer que le pouvoir ne nous appartient pas et qu'il va falloir faire ses cartons et partir. 4 arts politiques radicalement différents, contradictoires. Waouh, c'est jamais été aussi difficile. Vous nous dites qu'on est passé, en fait, au moment de la crise des Gilets jaunes, de l'horizontalité, il fallait faire du grand débat, que tout le monde se parle, à la verticalité. Les Français ont admis que tout se décidait dans les conseils de défense et que la fumée blanche ou noire sortait selon la décision du pape Macron. Qu'est-ce que ça dit des Français? Est-ce qu'on aime encore la délibération et puis par ailleurs les libertés dont François Sureau dit qu'on en a perdu le goût un petit peu, qui se réduisent? Qu'est-ce que ça raconte des Français, leur comportement pendant cette crise de la pandémie? D'abord, une remarque, c'est que le fait qu'il ne faudrait peut-être pas trop toucher la Constitution, parce qu'une 5e République est capable de résister à la fois à la crise des Gilets jaunes, de leur demande d'horizontalité, et à une crise du coronavirus, où effectivement il y a une très grande exigence de verticalité, ça prouve que c'est un régime qui est quand même assez correct, et il ne faut pas se précipiter pour tout changer d'un seul coup, comme on dit, on faut changer la Constitution avec la main qui tremble. Ça dit une deuxième chose sur les Français eux-mêmes, c'est que, il faut être clair, la France... c'est une création de la monarchie. Voilà. Donc nous restons malgré tout, contrairement aux Anglais, même si les Anglais sont très monarchiques, mais une monarchie libérale, contrairement aux Allemands, contrairement aux Américains, nous sommes avec le monarque qui est présent, et ça reste, c'est dans nos gènes, mais c'est dans nos gènes historiques. Donc, face à ça, les Français qui sont des râleurs, des Gaulois réfractaires comme dirait l'autre, ont témoigné au cours de cette crise rude un sens justement de l'obéissance, donc une forme de maturité que je ne pense pas qu'il faille leur reprocher en disant qu'ils ont renoncé à leur liberté. C'était juste la prise de conscience qu'il fallait effectivement adopter des règles avec lesquelles on n'était pas forcément d'accord, mais parce que voilà, il en allait de la vie collective. Donc je pense que de ce point de vue-là, les Français ont été assez exemplaires et continuent de l'être. Donc finalement, la France n'est pas ingouvernable?
comme on a l'habitude de le dire. La France est difficilement gouvernable, mais elle n'est pas ingouvernable, avec aussi cette idée toujours que c'est souvent en temps de crise que les démocraties sont paradoxalement mieux gouvernables. Pourquoi ? Parce qu'en partant calme, les objectifs se diluent. Vous voyez, c'est comme on dit très souvent, quand un président a une majorité très ample, il ne peut pas gouverner parce que ça part dans tous les sens. Quand il a une majorité très serrée, là, ça fait corps. Partant de crise, les objectifs sont clairs. Et c'est souvent ce qui manque en démocratie, c'est que voilà, on veut sauver la planète, on veut sauver la sécurité sociale, on veut sauver l'économie, on veut libérer les mœurs, on veut tout faire en même temps. Là, on est focalisé sur un objectif, il faut qu'on sorte de cette crise, et il faut y aller vite. Donc, d'une certaine façon, les énergies sont condensées dans cet objectif, même s'il y a beaucoup de discussions, et la délibération ne s'arrête pas. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Non, en France, elle ne s'est pas arrêtée. En revanche, elle prend un tour quand même particulier. On parlait de morale tout à l'heure. C'est vrai que le débat politique est empreint de morale peut-être plus qu'auparavant, non ? Ou du moins chacun a sa morale. Vous parlez de l'empire du bien. La contre-attaque, l'empire du bien contre-attaque. Qu'est-ce que ça veut dire ça, l'empire du bien contre-attaque ? C'est l'idée que, effectivement, nous plaquons des catégories sur tout, bien ou mal, gentil ou méchant. Voilà. Parce que le monde est complexe, donc nous sommes tentés par ces catégories. D'ailleurs, dans des schémas, vous voyez, qu'on peut appeler de guerre, les guerres. Il y a la guerre, la lutte des classes, ça c'était bien connu, c'était jadis, ça reste un peu. La guerre des générations, on l'a vu, voilà, les jeunes contre les vieux, les jeunes victimes de la société ou la société victime des jeunes. Hein. La guerre des sexes. Voilà. Et puis, j'en oublie un, la guerre des races, bien sûr, j'allais l'oublier. Bah, évidemment, oui. Voilà, qui revient en force de manière étonnante. C'est une du point cette semaine, là, jusqu'où iront les racialistes. Voilà. Ça revient en force, celle-là. De façon... Moi, ce que je trouve scandaleux, c'est qu'il y a une définition totalement absurde de la race ici. Le racisme, c'est pas simplement la haine de l'autre. C'est ça qu'on comprend. C'est pas la haine de l'autre, c'est le fait d'enfermer quelqu'un dans une catégorie en lui ôtant toute capacité d'en sortir. Tu es juif, tu aimes l'argent. Tu es noir, tu es rapide à la course. Voilà, toutes les catégories peuvent sortir. C'est enfermé. Ce qui fait qu'il y a, dans l'antiracisme d'aujourd'hui, une forme de racisme profond qui consiste à dire « je suis noir, donc je suis victime. Je suis blanc, donc je suis oppresseur. » Et c'est, voilà, il n'y a même plus la peine de parler. La couleur de peau devient une opinion, a priori, devient un préjugé. Quel est le rôle des réseaux sociaux dans la dégradation générale du débat public tel que vous le décrivez ? Alors, je pense que les réseaux sociaux, en fait, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'ils ne sont pas favorables spontanément à la démocratie. Ils portent en eux une idéologie. En fait, les nouvelles technologies de l'information, c'est 3 couches. La première couche, c'est l'Internet. L'Internet, c'est anarchiste. C'est-à-dire que vous avez un réseau sans organe central, on ne peut pas fermer Internet. Donc l'idéologie portée par l'Internet, c'est ça. La deuxième couche, c'est le web. Le web, c'est les applications qui permettent de se retrouver dans l'Internet. Ça, c'est aristocratique. Le meilleur qui gagne, le plus cliqué, le plus célèbre. Voilà. Troisième couche, c'est les réseaux sociaux, le web 2.0. Et ces réseaux sociaux, ce n'est pas démocratique, ce n'est pas anarchiste, c'est communautariste. On est avec les membres de sa communauté. Aucune de ces dimensions n'est favorable à la démocratie, mais je pense que le travail est en cours, la démocratie va pouvoir apprivoiser ces réseaux sociaux. Parce que, vous citez Victor Hugo, « La foule est traître au peuple ». C'est ce qu'a écrit Victor Hugo. Est-ce que le monde du numérique, c'est un monde de foules ? Il y a des foules numériques, des foules lyncheuses. Oui, mais ce n'est pas que ça. Je pense qu'il y a une ambivalence dans le numérique qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire que, par ailleurs, moi j'étais à l'époque où on défendait l'idée que Internet, ça allait révolutionner la démocratie, que ça allait enfin créer la démocratie directe. J'étais très sceptique à l'égard de ça. Je disais, mais non, voilà, ça va produire ses effets. Aujourd'hui que tout le monde est contre les réseaux sociaux, j'ai un peu mon côté esprit fort, j'aurais plutôt tendance à dire que, attention, il y a aussi plein de bénéfices de cette affaire. Il ne faut pas négliger. En plus, je pense que, regardons, les jeunes, l'allure à laquelle les jeunes ont apprivoisé il y a 10 ans, il y a 5 ans, les jeunes disaient c'est vrai parce que c'est sur Internet. C'est pas surtout dans les médias, ni dans Le Point, ni à LCI, c'est dans Internet. Aujourd'hui, et notamment depuis la crise, les choses ont changé. On revient vers des médias d'autorité parce qu'on a envie de savoir des choses fiables. Hein. Sur les jeunes, vous réfutez globalement l'idée d'un conflit de génération, d'une jeunesse sacrifiée dans cette crise. Pourtant, quand même, ils payent un lourd tribut à cette crise, les jeunes, que ce soit sur le plan scolaire, économique, relationnel, mental. Est-ce que vous craignez des conséquences à long terme sur cette jeunesse ? Alors, dans les crises, c'est toujours les jeunes qui trinquent.
Ça se voit dans les guerres, par exemple. Voilà. Donc, parce que c'est un moment où on se construit. Donc c'est la fragilisation d'un moment où on se construit. Simplement, il faut quand même être clair, la jeunesse aujourd'hui est beaucoup plus longue. Donc je ne pense pas que ce soit irrattrapable. Un an et demi dans une vie de jeune, ça va se rattraper. C'est compliqué, hein. Je suis en contact avec les étudiants, ceux qui sont en master et qui cherchent des stages. Waouh, on fait un gros effort. Et les adultes qui sont présents, on s'investit beaucoup sur ces questions. Donc il ne faut pas prendre les choses à la légère. Je ne vais pas dire qu'il n'y a aucun problème, c'est lourd. Mais après aussi, il faut bien constater le fait qu'il y a des choses qui sont, pour d'autres générations, irréversibles. Quand on meurt, c'est irréversible. Quand on a construit toute sa vie pour faire un atelier, pour faire une entreprise, pour faire un restaurant, et que ça s'arrête, c'est irréversible. Donc il y a des choses qui sont irréversibles, il y a des choses qui sont réversibles. Donc il faut aussi là garder la logique des priorités au sein des générations. Un mot d'amour pour terminer, vous dites que la solution c'est aussi l'amour. Si on avait l'amour, on n'aurait pas besoin de morale, de droit et de politique. Après, voilà, une politique de l'amour, il faut vraiment bien la penser. Merci infiniment. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.